AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre les drogues, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec votre invité Michel Gandillon, qui fait partie de l'Observatoire des criminalités internationales. Cette cause contre les drogues vous tient à cœur, Michel. Les drogues ont une longue histoire. Depuis des centaines, voire des milliers d'années à travers le monde, l'humanité a toujours entretenu avec les substances psychotropes des liens particuliers. Le mot drogue est un terme générique qui désigne toute substance chimique qui modifie les fonctions du corps ou de l'esprit lorsqu'elle est ingérée, inhalée, injectée ou absorbée. Les drogues peuvent être d'origine naturelle comme l'opium et le cannabis, synthétiques comme la cocaïne, les amphétamines. Elles peuvent être utilisées à des fins multiples, médicales, pour traiter les maladies et les troubles, religieuses. Dans certaines cultures, le cannabis, les champignons hallucinogènes sont utilisés pour induire des expériences spirituelles et des visions. Financières, 420 à 650 milliards de dollars de revenus chaque année pour le crime organisé. 17 milliards de dollars en 2015, selon le Sénat américain, pour les 5 principaux fabricants de médicaments opioïdes aux États-Unis. La drogue sert aussi le destin de certaines stratégies politiques. Quoi de mieux que les drogues pour affaiblir, contrôler des populations ou les troupes ennemies? Cocaïne, héroïne, cannabis, amphétamines, opioïdes, les drogues affectent la santé de millions d'individus, leur vie personnelle, professionnelle, familiale, les relations sociales, la sécurité. Elles touchent l'ensemble des milieux sociaux et des catégories d'âge. Elles impactent l'économie de la santé publique. Selon l'étude publiée en 2020 par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, le coût direct et indirect de la consommation des drogues en France est estimé à environ 9,3 milliards d'euros par an. S'agissant des seules drogues dont l'usage médical est prohibé, d'après l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, il y aurait près de 300 millions de consommateurs récents de drogue dans le monde en 2020. Un chiffre qui a progressé de 25% depuis 2010 et de 50% depuis 1990. Le monde n'a jamais produit autant d'opium et d'héroïne. La production de cocaïne atteint des niveaux sans précédent. Les drogues de synthèse explosent à travers le monde. Entre 1999 et 2020, la tragédie des opioïdes, organisée par le lobby de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, a tué près de 650 000 Américains sur les 932 000 qui sont morts à la suite d'une surdose. En 1998, l'ONU déclarait « Un monde sans drogue, nous pouvons le faire ». Ce postulat est loin d'être atteint. Et un fléau dont on parle avec votre invité Michel, puisqu'on accueille tout de suite Michel Gandillon. Bonjour à vous. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous faites partie de l'Observatoire des criminalités internationales. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Michel. Alors les questions de drogue sont votre domaine de compétence depuis près de 20 ans. Pourquoi avez-vous ressenti la nécessité d'écrire le livre dont on va parler aujourd'hui, Drugstore? Pourquoi avoir écrit ce livre particulièrement aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que vous l'avez dit dans votre éditorial, c'est un problème majeur à la fois de santé publique et puis de criminalité, puisque cette demande qui explose à l'échelle mondiale depuis 90, puisque vous avez dit que la demande mondiale a doublé effectivement selon l'ONUDC depuis 30 ans, nourrit un crime organisé qui a des effets délétères sur le vivre ensemble et la vie sociale, et particulièrement en France. Donc j'ai écrit ce livre parce que la question des drogues, abordée sous l'angle de l'usage, sous l'angle de l'offre, est un puissant révélateur des fractures qui traversent la société française aujourd'hui. Fracture territoriale, fracture sociale, question de souveraineté aussi, oui. Puisque il y a la question effectivement des drogues pose en termes de trafic la question de la maîtrise des territoires, du contrôle de l'espace, et voilà, tous ces problèmes affectent puissamment notre société aujourd'hui. Alors moi j'ai lu Drugstore, j'ai trouvé que ce livre était très intéressant, justement pour ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il balaye énormément de sujets, et pas simplement la consommation, la distribution, enfin ce livre est vraiment balaye toute même histoire des drogues. Et d'ailleurs, vous dites quelque chose que j'ai découvert, moi, c'est que les drogues, notamment l'histoire, ça fonctionne par cycle. Elles se produisent et elles ont été consommées par cycle. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Depuis l'émergence de l'héroïne, de la cocaïne au 19e siècle, à partir du moment où la chimie a découvert les alcaloïdes, c'est-à-dire les principes actifs de substances comme naturelles, comme la coca ou l'opium, il y a eu des cycles de consommation. Alors, il y a eu un premier cycle de consommation au 19e siècle, au début du 20e siècle, qui a donné naissance aux conventions internationales. Et puis, un deuxième grand cycle à partir des années 60, dont on n'est pas franchement sorti,
avec notamment dans les années 60 l'héroïne et le LSD et un peu le cannabis. Tout est parti des États-Unis, a fini par toucher l'Europe. Et là aujourd'hui, comme au 19e siècle et au début du 20e siècle, on a un grand cycle de la cocaïne. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les consommations d'une substance donnée à une époque donnée ne sont pas forcément un hasard. C'est-à-dire que les substances répondent à un besoin social, à une situation sociale. Il n'est pas un hasard aujourd'hui que ce soit les stimulants, les drogues stimulantes qui, dans notre société de performance, livrées à la compétition économique, soit effectivement les drogues les plus en phase avec l'esprit du temps et du moment. Donc, oui, d'ailleurs, vous dites dans votre livre que la consommation des drogues est un effet miroir des problèmes d'une société, et qu'aujourd'hui, pour trouver un emploi, même précaire, il faut faire preuve de motivation, de capacité de présentation de soi. Alors ça ne justifie pas le fait de consommer de la drogue, mais ça pourrait l'expliquer. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de supports chimiques pour tenir dans la société actuelle qui exige de plus en plus des individus. Mais cette fracture sociale, j'ai parlé des stimulants, on la retrouve notamment dans les populations victimes de la mondialisation malheureuse. On le voit de manière caricaturale aux États-Unis où l'épidémie des opioïdes a commencé dans les régions nord-est des États-Unis, la Rust Belt, ces régions dévastées par la désindustrialisation, où ces populations, on a parlé de mort, de désespoir, se sont mis à consommer massivement des opioïdes et puis de l'héroïne. Donc il y a les drogues des perdants de la mondialisation en quelque sorte et les drogues des gagnants de la mondialisation. Donc on peut avoir effectivement une analyse sociologique et une analyse en termes de classe de ces consommations. De façon très particulière, il y a une implication quand même, une responsabilité très forte des laboratoires. D'ailleurs, vous décrivez très bien ces laboratoires qui ont cherché les régions les plus déshéritées des États-Unis, celles où la désindustrialisation était en route, et donc, parce que les opioïdes à l'origine, c'était des médicaments qui étaient utilisés par des vétérinaires, si je me souviens bien. Alors non, pas complètement. Le fentanyl, oui, mais ça a commencé notamment avec l'Oxycontin, qui est produit par une firme qui s'appelle Purdue Pharma, qui étaient des médicaments qui étaient réservés à des patients souffrant de cancer, de grandes douleurs en phase terminale. Et pour accroître leur marché, ils ont décidé effectivement d'élargir la prescription à des populations souffrant de douleurs chroniques. Donc dans ces populations ouvrières et modestes des régions industrielles, il y a beaucoup par exemple, de douleurs de dos, problème de douleurs chroniques, et effectivement, Purdue Pharma, donc à des fins de profit, d'avidité, a décidé d'élargir la prescription, a embauché massivement des équipes de visiteurs médicaux, fait une grande pression sur les médecins généralistes. Et on a prescrit en masse donc ces médicaments antidouleurs très forts, dont certaines études disaient qu'ils n'avaient aucun effet sur les patients, mais en fait, on s'est aperçu que ces études scientifiques étaient plus ou moins, en tout cas pas très sérieuses. Et en fait, au fil du temps, à partir de la fin des années 2000, les gens sont devenus massivement dépendants de ces substances. Alors la nouvelle drogue, non, on peut pas dire la nouvelle drogue, puisqu'après l'Oxycontin, ils ont essayé effectivement de restreindre les prescriptions. Et il y a une deuxième phase qui a été l'héroïne. Et le fentanyl, c'est le 3e étage de la fusée aujourd'hui. Fentanyl qui est contrefait en Chine et de plus en plus par les cartels du Mexique. Et donc, il y a une sorte de binôme entre Big Pharma et Big Crimina qui est assez extraordinaire. C'est un phénomène qu'on rencontre en France aussi, ou c'est vraiment aux États-Unis ? Non, mais ce qui pourrait ressembler un peu à ce qui se passe aux États-Unis en France, c'est les fortes consommations d'héroïne dans les zones périurbaines et rurales déshéritées. C'est-à-dire qu'on ne parle plus beaucoup de l'héroïne. La France a connu une épidémie d'héroïne à partir des années 70, qui a connu son apogée au milieu des années 90. Donc on a introduit les traitements de substitution pour y faire face. Mais il reste encore aujourd'hui des consommations massives. Oui. Enfin, des consommations importantes d'héroïne dans la société française. En attestent les records de saisie d'héroïne depuis 3-4 ans en France. D'ailleurs, vous dites que sur la politique de substitution, en fait, on a 180 000 patients qui sont substitués en France, et qu'en fait, cette substitution, elle fonctionne pas vraiment parce que le sevrage, la diminution du sevrage crée quand même une nouvelle dépendance aux médicaments de substitution. C'est un peu comme les patients qui souffrent de diabète et qui se produisent. Alors, je dis pas exactement ça. Je dis au contraire que les traitements de substitution ont eu pour effet d'enrayer
l'épidémie d'héroïne des années 80. D'accord, mais en créant une nouvelle dépendance. Oui, mais c'est une réalité. On s'est rendu compte qu'il était extrêmement difficile pour des gens qui étaient dépendants à l'héroïne de se débarrasser de leur addiction. Mais ces médicaments qui sont prescrits par des médecins généralistes notamment ou des centres méthadone ont permis quand même à des dizaines de milliers de gens dépendants à l'héroïne de se réinsérer dans la société. Par contre, effectivement, là je suis d'accord avec vous, c'est qu'au départ, on avait l'illusion, quand on a introduit ces traitements, qu'on allait pouvoir progressivement permettre aux gens de sortir la dépendance. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors, parlons un peu de cette façon dont on peut se procurer ces drogues. En France, il y a 4000 points de vente de drogue. Moi, quand j'ai lu ce chiffre, je me suis dit, 4000, c'est pas énorme, en fait. Et vous m'avez expliqué que c'était considérable parce que ces points de vente, en fait, ce sont des zones entièrement contrôlées par les dealers et par les revendeurs. Oui, alors, point de deal, c'est une estimation du ministère de l'Intérieur qui date de 2020. Il y en aura un peu moins depuis l'année dernière, du fait de la politique antidrogue. Et qu'est-ce que la définition d'un point de deal ? C'est effectivement non pas effectivement un vendeur de shit dans la rue ou de cocaïne, mais ce sont des points de vente effectivement très bien structurés avec une division du travail, avec des guetteurs, des rabatteurs, des revendeurs, des nourrices et éventuellement des hommes armés pour protéger ces points de deal. Donc 4000 ou 3000 aujourd'hui, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est quand même des réalités énormes parce que c'est des quartiers qui vivent sous l'emprise de ces trafics avec tous les effets néfastes. On le voit particulièrement de manière caricaturale à Marseille. Oui, Bac Nord, le film qui a montré des situations 17 incroyables. morts depuis le début de l'année à Marseille. Et si on cumule tous les morts depuis 10 ans à Marseille du fait des règlements de compte, on arrive à 270 morts. Dont la plupart sont liés au trafic de drogue. Donc c'est des réalités aussi sur les habitants qui vivent dans ces quartiers. Je parlais de fracture territoriale. Effectivement, il y a une injustice fondamentale qui est faite aux habitants de ces quartiers. C'est vivre effectivement dans des zones contrôlées par le crime organisé, avec toutes les nuisances que ça provoque. Les nuisances sur les jeunes enfants. On voit que l'entrée dans un réseau peut intervenir dès l'âge de 10 ans avec des effets de déscolarisation induits. Je voudrais vous interroger sur la libéralisation de la consommation du cannabis, comme certains pays l'ont fait, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas. Je sais que vous avez étudié les États-Unis et particulièrement l'État du Colorado sur une libéralisation. Alors c'est pas une libéralisation, c'est une légalisation du cannabis à des fins récréatives. C'est-à-dire qu'on confie le marché à des entreprises qui vont produire du cannabis pour des consommateurs. Et on se rend compte que 10 années après la légalisation au Colorado, il y a énormément d'effets pervers. Ce type de légalisation très libérale, en quelque sorte, favorise le développement des consommations, parce que vous êtes un industriel du cannabis, vous avez une entreprise, votre objectif c'est de vendre le maximum de votre produit de prédilection, donc d'élargir sans cesse votre marché. Et quand on regarde l'évolution des consommations au Colorado, elles ont beaucoup augmenté. Je crois qu'on est à peu près à 25-27% de consommation dans l'année, alors que la France, qui est pourtant un des premiers marchés européens, est à 11%. Donc, très forte augmentation des consommations. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'industrie du cannabis met sur le marché des produits qu'on appelle des produits concentrés, qui sont à des taux de THC frisant les 60, 70%, 80%, avec des effets potentiellement désastreux sur la santé publique. Et là, on voit que la crise des opioïdes n'a pas vraiment été tirée, puisqu'on a d'un côté donc Big Pharma, qui a élargi la vente de produits extrêmement nuisibles pour la population, et Big Canna, c'est-à-dire l'industrie du cannabis aujourd'hui, qui vend des produits dont on mesurera les effets très néfastes probablement dans les années à venir. Vous pourriez nous donner, si vous les avez en tête, les chiffres de la consommation de drogue en France ? Alors les chiffres de la consommation en France, oui, alors depuis 20 ans, il y a eu une augmentation très importante des consommations, notamment de cocaïne, puisque aujourd'hui on en est à 600 000 usagers dans l'année. Je crois que les consommations ont dû être multipliées par rapport à 2000 par 5 ou 6. Les consommations de cannabis ont beaucoup augmenté. Faut savoir que quand les premières enquêtes en population générale ont été faites, au début des années 90, il y avait 10% des Français, 10-12% des Français qui avaient expérimenté le cannabis. Aujourd'hui, on a près de 50%. Et l'héroïne ?
160 000, Alors, c'est ça, à peu près? Oui, ça reste alors toujours l'héroïne considérable, hein. persiste. L'héroïne persiste, C'est c'est-à-dire dingue, que... moi, je pensais que ce marché avait totalement disparu. Non, je vous l'ai dit, Mhm. les saisies en France ont atteint des niveaux records l'année dernière. D'ailleurs, toutes les saisies de drogue l'année dernière ont atteint des pics historiques, que ce soit la cocaïne, l'héroïne ou le cannabis. Et on est les premiers consommateurs de Alors, avec de les cannabis. Tchèques, effectivement, fait partie des premiers consommateurs de cannabis. En tout cas, la France, en volume, est le plus gros marché européen de cannabis. Eh bien, écoutez, le combat reste entier. On va avoir du mal à atteindre ce monde sans drogue que l'ONU nous préconisait. On n'y est pas. On est très loin d'y Le mot de la être, fin. on n'en prend pas du tout la direction. Je crois que un monde sans drogue est une utopie. Vision. Il y aura toujours des consommations de drogue. À mon avis, la question prioritaire pour la France et pour l'Europe, puisqu'on a beaucoup parlé de la mocromafia et de narco-États en Belgique et aux Pays-Bas, c'est effectivement de lutter contre le crime organisé qui est au cœur de ces trafics et qui a un potentiel de déstabilisation important des États, y compris des démocraties comme les nôtres. Merci beaucoup, Michel. Merci. Et j'invite tout le monde à acheter Drugstore. Et je rappelle, Michel Gandillon, que vous êtes membre de l'Observatoire des criminalités internationales. À vous qui nous écoutez, qui avez peut-être, sûrement même, du mal à vous sortir de ce fléau, on vous rappelle le numéro Drogue Info Service 0800 23 13 13 0800 23 13 13. C'est ouvert de 8h à 2h du matin toute la semaine. Merci à vous, Muriel. On vous retrouve Merci dimanche prochain. Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.